Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous sommes avec Jean-Paul pour l'actualité internationale, mais aujourd'hui c'est jeudi. On fait le point d'histoire. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Pourquoi tu as un gros masque comme ça, là, tu as la grippe? Voilà, j'ai la grippe et comme j'évite d'être contaminant, je préfère donc protéger ceux qui sont autour de moi. Porter le masque. Voilà. Et oui, retour vers le passé. N'est-ce pas? Alors, on part combien d'années en arrière? En fait, on repart pas. On fait pas comment on va faire d'habitude. Je voudrais plutôt attirer l'attention des auditeurs sur un phénomène que je trouve quand même assez récurrent. C'est-à-dire la falsification de l'histoire par les hommes politiques. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où il y a un certain nombre d'événements dans le monde, et j'en prendrai deux actuellement. Il y a d'un côté la crise russo-ukrainienne, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et d'un autre côté, on a les élections présidentielles en France. Alors, pourquoi je parle de la falsification? Parce que jusqu'à environ une trentaine d'années, les hommes politiques avaient un rapport, je parle des hommes politiques de tous les pays du monde entier, avaient un rapport avec l'histoire assez particulier, dans la mesure où l'histoire était, pour ces hommes politiques, un moyen sur lequel on pouvait faire référence à travers un certain nombre de figures emblématiques. Et ces figures emblématiques incarnaient une espèce d'idéal en termes de personnalité, en termes d'action. Cet idéal-là qui, si tu veux, animait, si tu veux, la volonté ou l'action politique du moment. Je prends par exemple notre pays, on le sait tous, Ali Bongo s'inspire énormément de ce que son prédécesseur Omar Bongo avait fait, qui s'inspirait énormément de ce que Léon Mba faisait. Vous prenez au Cameroun, vous avez des hommes politiques, par exemple le président Paul Biya s'inspire beaucoup sur le plan idéologique, sur des figures déjà qui sont maintenant historiques, comme si tu veux, pas le Amadou Ahidjo de la fin, c'est-à-dire celui qui avait décidé de démissionner en 84, mais plutôt celui qui avait conduit le Cameroun à son indépendance. Et puis vous avez ailleurs, en RDC par exemple, en RDC c'est assez intéressant, puisque par exemple la place de Patrice Emery Lumumba, quels que soient les hommes politiques qui sont au pouvoir, ils l'ont toujours utilisé à des fins purement politiciennes. C'est-à-dire par exemple lorsque Mobutu décide de réhabiliter la figure historique de Patrice Emery Lumumba en 1967, en faisant un héros national du Congo, en fait c'était la volonté de Mobutu d'essayer de rallier les derniers partisans de Patrice Emery Lumumba qui étaient encore nombreux au Congo et qui étaient les acteurs d'une espèce de guérilla. Et donc, pour ramener, si tu veux, la paix, il fallait rassembler tous les courants à ses côtés. Et donc, il avait décidé si tu veux, réhabiliter la figure de Patrice Emery Lumumba dont il avait lui-même participé à la chute. Et donc, tu vois qu'en fonction des intérêts des hommes politiques, on peut utiliser cette histoire-là. Mais comme je le disais, il y a une trentaine d'années, les hommes politiques se limitaient c'est-à-dire prendre une figure historique et essayer d'en faire une espèce de modèle. En France, par exemple, vous avez Marine Le Pen qui, durant des années, par exemple, et même Elsa le prend de son père Jean-Marie Le Pen, la figure, par exemple, de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire celle qui a résisté aux Anglais, celle qui a résisté aux étrangers, aux envahisseurs. Donc Jeanne d'Arc ici, c'est la figure qui les inspire pour dire qu'il faut résister à l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est les envahisseurs. L'Europe, c'est celui qui met un frein au développement de la France, à sa souveraineté, qui s'attaque à sa grandeur. Et donc, il faut, comme Jeanne d'Arc, résister à l'envahisseur anglais. Et ce qui est... donc là, c'est l'homme politique qui s'inspire. On le sait par exemple, François Hollande avait énormément d'admiration pour Georges Clemenceau, comme François Bayrou a beaucoup d'admiration pour le père fondateur de l'Union européenne, Robert Schuman. Donc, on a des figures comme ça, là, qui ont toujours inspiré les hommes politiques. Maintenant, la différence depuis une trentaine d'années, particulièrement même depuis une dizaine d'années, c'est le fait que les hommes politiques, maintenant, s'improvisent historiens. Ils s'improvisent historiens dans la mesure où ils prennent des événements, où ils prennent des personnalités politiques et n'hésitent pas à à y apporter leur propre lecture de l'histoire sans véritablement d'éléments scientifiques. Parce qu'il faut savoir que l'histoire est une science et que les faits historiques doivent être corroborés par des preuves. Les faits historiques doivent être corroborés par des éléments probants. Or, on constate aujourd'hui
qu'on a des hommes politiques qui prennent l'histoire uniquement pour justifier leurs propres actes. Je reviens au cas actuel, c'est-à-dire on prend en France l'élection présidentielle, on a Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui pendant environ 5 ans a animé une émission politique sur une chaîne privée française, et durant les 5 années où il animait l'émission politique, il n'avait cessé de falsifier l'histoire. C'est-à-dire que sa volonté de vouloir réhabiliter une certaine période de l'histoire, c'est-à-dire la période de l'occupation, en voulant montrer que la France qui était occupée, donc l'administration de Vichy qui avait décidé de collaborer avec le régime nazi, n'était pas aussi mauvais que ça, que cette administration, que cette France-là collaborait avec le régime nazi pour, au contraire, faire la même chose que la résistance avait faite, c'est-à-dire essayer de protéger les juifs, essayer d'aider même la résistance, participer même de l'intérieur à la lutte contre le nazisme, contre les nazis, etc. Donc une espèce de volonté, et surtout... Est-ce que c'est de la falsification? Il a pris une position par rapport on appelle ça comment? Au règne de Vichy. Le problème, c'est que quand il prend... Le problème, c'est que Vichy était dans une situation où il ne pouvait pas résister contre les nazis. Le problème, c'est l'interprétation. Quand il fait une interprétation... Il n'avait pas assez d'éléments. Il n'a pas d'éléments du tout. Mm-hmm. C'est ça le problème. Et ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que l'histoire doit être faite par des historiens. Il ne faut pas que les hommes politiques... Mais si les historiens deviennent des hommes politiques, on se retrouve dans quelle situation? Là-dedans, il sort du domaine purement scientifique, il sort du domaine de la connaissance pour entrer dans celui justement de la spéculation. Parce que l'homme politique, il est là pour essayer de se servir de son environnement à ses propres intérêts pour faire appliquer soit son idéologie, soit sa vision, soit son programme, etc. Donc dès lors qu'un historien professionnel sort de ce domaine-là, il va forcément, s'il veut se lancer dans la carrière politique, il va forcément avoir une lecture de l'histoire qui est biaisée. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que l'histoire ne doit pas être biaisée. Parce que si l'histoire est biaisée, ça va jeter un flou ou un discrédit pour les générations futures. Parce qu'il faut savoir que l'histoire, elle est continue et qu'à ce titre-là, nous avons le devoir de préserver la mémoire, nos mémoires pour les générations futures. Préserver la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas la transformer, ne pas la falsifier, ne pas y intégrer des éléments qui sont totalement faux. Sérieusement, je pense que ton débat, il est faux. Pourquoi? Parce que depuis le départ, l'histoire, elle est falsifiée. L'histoire est faite par des personnes qui n'ont pas participé à cette histoire. Je suis d'accord, mais d'un côté, comment veux-tu que ça soit vrai? Oui, justement. Voilà, les historiens font des recherches. Non, attention. Les historiens font des recherches justement pour apporter la vérité historique. C'est ça l'objectif d'un historien, c'est rapporter la vérité de l'histoire. Or, l'homme politique... La vérité est aléatoire. Non. La vérité pour l'historien est aléatoire. Si ça penche de son côté, il va... Mais il n'y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire que la vérité évolue. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est une volonté manifeste de prendre des éléments historiques pour s'en servir à des fins purement politiques. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que Éric Zemmour, par exemple, en l'occurrence, puisque c'est lui dont on parle, se sert de l'histoire pour essayer de réhabiliter une période de la France en se servant des éléments dont il ne peut même pas prouver la justification. C'est ça qui est mauvais. Mais pourquoi les historiens le laissent faire? Non, les historiens ne laissent pas faire. Il y a des livres qui sont faits. Maintenant, il y a un côté de la communication qui entre en jeu. Éric Zemmour a un certain nombre de soutiens qui mettent à sa disposition les médias pour justement lui permettre de s'exprimer. Or, les historiens en eux-mêmes, eux aussi, ils ont d'autres canaux. Mais si ces canaux-là ne sont pas aussi influents, aussi utilisés que les médias, évidemment, c'est vrai que ceux-là sont moins visibles. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui, par exemple, je l'ai dit, la crise en Ukraine. Vladimir Poutine justifie, lors de son allocution le 24 février dernier, il a justifié son invasion par le fait que la Russie et l'Ukraine ont toujours été un même peuple. D'accord? Et qu'ils ont une histoire commune, et donc ils ont un passé commun, et donc on ne peut pas dissocier l'Ukraine de la Russie. C'est pas très faux. C'est vrai et c'est faux. D'accord? C'est-à-dire que... Jean-Paul, ça peut pas être vrai et faux. Jusqu'au IIIe siècle, c'est vrai que l'Ukraine et la Russie, et même la base, ce qu'on appelle la civilisation slave, c'est en Ukraine. C'est-à-dire que le premier grand royaume que l'on trouve dans cette région, dans cette zone, il était basé en Ukraine. C'est-à-dire que la Russie faisait partie intégrante du royaume d'Ukraine, qu'on appelait Russe de Kiev. Mais ça, c'est jusqu'à l'invasion mongole du IXe siècle. À partir de là, il va y avoir une espèce de scission. D'un côté, on va avoir la Russie qui va maintenant créer son propre empire, donc la Russie tsarine, et
de l'autre côté, on va avoir l'Ukraine qui va intégrer ce qu'on appelle le Grand-Duché de Lituanie. Et ils vont intégrer ce Grand-Duché de Lituanie jusqu'au XVIIe siècle, notamment à la période de l'impératrice, la tsarine Catherine II. Donc, cette fois-ci, la Russie va s'approprier l'Ukraine et l'intégrer dans son giron. Ça va durer jusqu'en 1917, lorsqu'il va y avoir la révolution bolchevique. Il va y avoir, pendant cette révolution, entre 1917 et 1920, il va y avoir une période extrêmement trouble à l'intérieur de la Russie. Et donc, l'Ukraine va essayer de se saisir de cette période-là pour essayer de reconquérir de nouveau son indépendance. Il va y avoir une république éphémère, République populaire d'Ukraine, mais celle-là va être écrasée par les bolcheviks qui n'acceptaient absolument pas l'idée que l'Ukraine puisse avoir son indépendance. Et c'est ainsi qu'en 1920, l'Ukraine va être intégrée cette fois-ci au sein des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. C'est comme ça. Et ce qui fait que, en réalité, lorsque Vladimir Poutine dit que la Russie a toujours fait partie de l'Ukraine, enfin que l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie, c'est pas totalement vrai. Or, lui, il en fait comme si c'était une vérité absolue. Il faut, parce que lui, il estime que les Ukrainiens sont des Russes en quelque sorte. C'est des cousins des Russes. Et donc, à partir de ce principe-là, à partir de cela, ils ne peuvent pas se dissocier, que ce soit idéologiquement, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement, de la Russie, ce qui est en réalité totalement faux. La même chose aussi, c'est ce que Volodymyr Zelensky fait. Aujourd'hui, il parle à un certain nombre de chefs d'État, il parle à un certain nombre de parlements, il a parlé au Parlement européen, il a parlé au Parlement américain, au Congrès, il s'est adressé au Parlement français. Et dedans, il dit quelque chose que je trouve aussi qui est purement un mensonge politique, c'est-à-dire qu'il dit aux Occidentaux qu'il faut nous aider parce que le combat que nous menons là, nous nous battons pour votre liberté. Soi-disant derrière que nous battons pour empêcher à la Russie de porter atteinte à votre modèle de vie, à votre modèle de société, donc qui est basé sur la démocratie, sur la liberté, sur la bonne gouvernance, etc. Ce qui est totalement faux. La Russie n'a jamais eu la moindre velléité d'envahir les pays occidentaux. Au contraire, ce sont les pays occidentaux qui, depuis 1994, n'ont cessé d'élargir leur zone d'influence, notamment à travers l'OTAN et l'Union européenne, pour se rapprocher des frontières de la Russie. Donc, de ce point de vue, la Russie n'ayant jamais tenté aux intérêts ou à la liberté d'un pays occidental, pourquoi dire aux Occidentaux que nous nous battons pour votre liberté, ce qui est totalement faux. C'est le discours politique. Mais c'est ce que je dis. Mais ce discours politique, il se sert sur des éléments historiques, à savoir le fait que la Russie a payé, l'Ukraine avait payé un prix fort durant le nazisme. C'est vrai que grâce à certaines batailles qui ont eu lieu en Ukraine, parce qu'il faut savoir que lorsque, en 1942, Hitler lance l'opération Barbarossa, l'objectif était d'atteindre Kaliningrad, qui deviendra ensuite Saint-Pétersbourg par la suite, pour ensuite percer en Ukraine, parce que l'Ukraine était et est toujours en Europe, si tu veux, le grenier à serre. Et donc pour lui, il fallait absolument arriver jusqu'en Ukraine, envahir l'Ukraine, prendre possession des plantations de blé pour pouvoir derrière assurer par le biais de la logistique à manger pour ses troupes qu'il devait ensuite redéployer en direction de Moscou. Et donc tout le combat des Ukrainiens à cette époque va être d'empêcher Hitler d'arriver jusqu'à là-bas. Ils vont se battre aux côtés des Russes et ça va marcher puisqu'à partir de l'hiver 1942, la météo va venir se mêler à ça et on va avoir l'armée nazie qui va être enlisée, si tu veux, en Europe de l'Est, et c'est à partir de là que Hitler va commencer à subir ses premiers revers de la guerre. Ça, ce sont des faits historiques. Maintenant, le fait que pour justifier une éventuelle intervention occidentale dans ce conflit actuel de l'Ukraine, on prend des éléments historiques que l'on change en disant que de la même façon que nous nous sommes battus contre le nazisme, nous avons aussi une puissance qui est assimilable à une puissance nazie qui nous attaque. Et si vous ne faites rien, cette puissance-là va s'en prendre à vous, ce qui est totalement faux. Parce que les Occidentaux ont aussi les mêmes armes de dissuasion, notamment la dissuasion militaire nucléaire que les Russes. Donc, tu vois, on voit là, comme je le dis, le fait que des hommes politiques transforment l'histoire et essayent de l'utiliser dans leur propre intérêt. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire et c'est ce qu'il faudrait, à mon avis, dire à nos auditeurs de bien comprendre que lorsqu'un homme politique
parle d'histoire, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup si tu veux, de falsifications. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations, surtout des interprétations qui se font dans le sens des intérêts de cet homme politique-là. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin pour une analyse. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.